Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de la télévision Futur Média 20h. C'est l'heure du journal. Au sommaire de ce 20h, le monde du football en deuil. Babacar Louis Camara n'est plus. L'ancien capitaine des Lions s'est éteint à l'âge de 79 ans. Louis Camara a marqué l'histoire du football sénégalais. La levée du corps a eu lieu aujourd'hui à Bop. Remous dans le système éducatif, les cours bloqués dans le département de Bunkiling. Le mouvement de grève décrété par le SAEMS et le QSEMS, largement suivi par les enseignants du moyen et du secondaire. Les travailleurs de la Poste ne sont pas contents et ils l'ont fait savoir avec ce sitting du syndicat national des travailleurs de la Poste. Les syndicalistes réclament 1 mois d'arriéré de salaire. Et puis dans ce 20h, nous vous parlerons de ces 8 députés élus à partir du plus fort reste, leur profil et leur parcours. Nous avons également donné la parole à certains Sénégalais. Et puis également concernant toujours cette 15e législature, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye attend de voir les actes qui seront posés. Pour Abdoul Mbaye, la première rupture consiste à modifier la loi électorale qui favorise, selon lui, le parti au pouvoir. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre, le monde du football en deuil avec le décès de Babacar Louis Camara, l'ancien capitaine des Lions du Sénégal qui a marqué l'histoire du football sénégalais. S'est éteint à l'âge de 79 ans, son portrait avec Cheikh Tidiane Diao. Il est connu comme le premier buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était en 1965 face à l'Éthiopie. Le prolifique attaquant des Lions ouvre le score à la 3e minute avant de s'offrir le doublé dans un match où les Lions s'imposent 5-1. Louis Camara et le Sénégal finissent 4e lors de cette compétition. Le capitaine emblématique des Lions a fréquenté la tanière pendant une décennie. Mais Louis Camara, c'était aussi une figure emblématique du Jaraaf de Dakar, un club qui s'appelait à l'époque France-Sénégal. Louis Camara a également porté les couleurs du Nîmes olympique en France avant de revenir à Dakar pour finir sa carrière au Jaraaf. C'était en 1974. Cheikh Tidiane Diao, nous restons avec ce rappel à Dieu de l'ancien joueur du Sénégal, Babacar Louis Camara, le premier buteur de l'équipe nationale dans une CAN. Ses anciens coéquipiers et amis retiennent de lui quelqu'un de généreux dans la vie et donc comme dans le foot. La levée du corps a eu lieu ce matin à Bop, des propos recueillis par Alassane Diop. Bon, je ne sais pas lui. Je ne Eldo, mais ça c'était le langage codé à l'intérieur de l'équipe nationale. Chacun avait un surnom. Il est grand, il est bien. Dans le terrain, il mesurait 1m98, mais il ne faisait jamais de faute. Il nous jouait presque bas de la tête. Donc c'était quelqu'un de très singulier. Et avec lui, je faisais un triangle dans le terrain. C'est fabuleux. Dans la vie, il était ami de tout le monde. C'est un garçon qui rendait service à tout le monde. En tant que footballeur, élégant dans le jeu. Je le connais en tant que footballeur. C'est quelqu'un d'élégant dans le jeu. C'est un très bon joueur, quelqu'un qui inspire. C'est le premier buteur de l'équipe nationale dans une CAN. C'était en 1965 en Tunisie. Il est très généreux. On a partagé la même maison pendant 3 ans. C'est un bon croyant. C'est quelqu'un également qui connaît très bien le foot. Généreux. Et quelqu'un de très compétent dans la manière, dans la matière de football. Il nous a éduqués. C'est lui qui nous a éduqués. Il nous a transmis des valeurs. C'est avec ça qu'on a grandi. Il a tout fait avec nous. Et on n'a jamais eu de malentendu. Ni vu quelque chose de méchant chez lui. Donc Babacar Louis Camara, paix à son âme. Dans l'actualité sociale, parlons de cette paralysie du système éducatif dans le département de Bunkiling. Le mouvement de grève décrété par le SAEMS et le QSEMS est largement suivi par les enseignants de la localité qui sont dans le moyen et le secondaire. Serigne Fallou Dafé est le secrétaire général du SAEMS, section Bunkiling. Il est au micro de Bakary Conté.
L'objectif de la grève, c'est pour dénoncer les conditions dans lesquelles le principal a été arrêté, ainsi que ses élèves. Voilà, cette arrestation que nous jugeons arbitraire, n'est-ce pas, de la part du commandant de brigade de Bounkiling, nous la dénonçons jusqu'à la dernière énergie. Parce que aussi, pour dire vrai, le principal, c'est un chef d'établissement, ne doit pas être appréhendé au même titre que, n'est-ce pas, les élèves. Donc si on le fait ça, c'est pour l'humilier. Donc c'est pourquoi vraiment cette décision, donc nous la contestons, comme je l'ai dit tantôt, nous la contestons à la dernière énergie. Et vraiment, nous avons interpellé qui de droit que vraiment ces genres de pratiques, n'est-ce pas, soient cessés, n'est-ce pas, dans les écoles publiques. Par rapport à la sécurité, n'est-ce pas, des enseignants, les enseignants, n'est-ce pas, sont victimes d'agressions, des agressions, n'est-ce pas, qui viennent souvent de la part, n'est-ce pas, des parents d'élèves, mais également des agressions, n'est-ce pas, qui peuvent venir, n'est-ce pas, de la part des élèves. Nous avons, n'est-ce pas, discuté, n'est-ce pas, avec les autorités administratives, n'est-ce pas, scolaires, n'est-ce pas, pour vraiment prendre les devants, pour que ces genres de pratiques, n'est-ce pas, cessent, n'est-ce pas, dans les écoles. Par rapport au taux de suivi, n'est-ce pas, de la grève, voilà, donc c'est une, n'est-ce pas, grève qui est largement suivie, voilà, parce que nous avons eu, n'est-ce pas, les pourcentages, n'est-ce pas, de suivi de chaque établissement. Donc on peut dire que la grève, n'est-ce pas, a été suivie, n'est-ce pas, à 90%, n'est-ce pas, au niveau de la circonscription de l'IEF de Bounkiling. Et puis du sud, nous nous rendons au nord du Sénégal. Zoom sur la situation catastrophique des élèves des écoles de Saint-Louis. 30 sont dans un état de délabrement avancé et risquent de tomber à tout moment. Et pourtant, les élèves continuent toujours de fréquenter donc ces écoles malgré les alertes donc de la protection civile. Les directeurs d'écoles et d'anciens élèves se prononcent au même moment. Retenez que certains élèves tentent de réhabiliter avec les moyens du bord certaines écoles qui sont dans le quartier sud. C'est un reportage de Ousseynou Diop et de Habib Sek. 30 écoles sont dans cette situation. 7 sont en cours de construction ou complètement réhabilitées. Les écoles de Saint-Louis sont aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Certaines sont fermées depuis longtemps. C'est le cas de l'école Kharmeng. Les anciens de l'école sonnent l'alerte pour sa réhabilitation. Une école de cette envergure, on ne peut pas la laisser comme ça depuis plus de 5 ans. Et ça se détériore de jour en jour. L'école peut tomber à tout moment. Comme vous l'avez si bien vu, tout est presque détérioré. À Djaouling, également au bord du fleuve, le collège Faramboy est dans la même situation. La situation au CM Faramboy est plus catastrophique. Ici, il y a au moins 740 élèves. En bas également, il y a une école primaire où on peut noter la présence de plus de 300 élèves. Le directeur de l'école, Abdoulaye Ndiaye, fait le point. Il préconise des solutions rapides pour sauver les 740 élèves du collège et les 300 de l'élémentaire. Effectivement, à 2 reprises, la délégation auxiliaire de la protection civile est passée chez nous, mais depuis, il n'y a pas de suite. Or, comme vous le savez, nous abritons au minimum ici au collège 700 et quelques élèves. En bas, nous avons une école élémentaire. En haut, nous avons aussi une inspection. La situation des écoles à Saint-Louis est aujourd'hui très préoccupante. La commune tente avec les moyens du bord de réhabiliter certaines d'entre elles. Actuellement, nous avons commencé l'école Charles Niang qui est terminée, mais aussi l'école Charles Gros, l'école CRC qui est à 50%, à 40% d'exécution, l'école Fandjiri Kone qui est à 50% d'exécution. Malgré le poids de l'âge, certaines écoles sont complètement réhabilitées. C'est le cas de l'école Graciane. Ici, l'un des élèves de l'établissement Mamadou Gueye a financé totalement la réhabilitation de l'établissement. Nous avons des partenaires, mais aussi il y a un partenaire particulier qui est un ancien de l'école qui s'appelle Mamadou Gueye et qui est le directeur général de la SVPT. Donc ce partenaire-là nous soutient depuis le début de l'école. Il a réhabilité toute l'école. Il a même repris les tables bancs en situation de délabrement. Il a repris tout ce qui devait être repris pour que les élèves soient dans une sécurité, mais aussi soient dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, l'État du Sénégal doit penser à réhabiliter complètement ces établissements qui datent de l'époque coloniale. Les anciens élèves aussi de ces établissements en ruine doivent se lever pour apporter leur pierre à l'édifice, pour sauver ces écoles et garder les bons souvenirs. Merci Ousseynou Diop pour ce reportage. Sitting donc du syndicat national des travailleurs de la Poste, Ibrahima Sarr et ses camarades réclament un mois d'arriéré de salaire. Ils tiennent le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko comme responsable du drame social que cette situation pourrait créer. Nous l'écoutons, Ibrahima Sarr. Il est le secrétaire général, je le disais, du syndicat national des travailleurs de la Poste. Il y a de cela quelques mois, on parlait de retard de paiement de salaire. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de plein pied
dans l'ère du retard des arriérés de paiement de salaire. Parce que nous sommes le 22 du mois de novembre et jusqu'à aujourd'hui, les salaires d'octobre ne sont pas payés. Et quelle est la conséquence sociale sur les travailleurs? Beaucoup de travailleurs aujourd'hui vivent en permanence l'angoisse, l'anxiété, le stress, la désolation. Beaucoup de travailleurs aujourd'hui luttent ardemment pour préserver leur dignité. Parce que quotidiennement, ils sont interpellés par leurs bailleurs pour défaut de paiement de location. Parfois, ils sont invulnérables face à leurs enfants qui, de retour de l'école, en pleurs, leur disent qu'ils ont été renvoyés parce qu'ils n'ont pas payé la scolarité. Nous interpellons les autorités actuelles de l'État. Vous n'êtes pas, en tout cas, responsable de la situation, mais vous risquez d'être responsable d'une catastrophe sociale à la Poste. Et puis l'honorable député Guy Marius Sagna qui a fait un post donc sur Facebook qui donc fait savoir que les salaires des travailleurs de la Poste du mois d'octobre ont été payés aujourd'hui. Selon lui, Guy Marius Sagna dans un post donc parle d'encouragement au gouvernement à régler ces problèmes qui héritaient donc du président Macky Sall. Et puis Guy Marius Sagna qui fait savoir également au gouvernement qu'il faudrait qu'il règle ces problèmes et il faudra tout faire pour virer les salaires du mois de décembre très rapidement et trouver une solution structurelle à ce problème qui affecte des pères et mères et soutien de famille. Donc c'est ça le condensé donc du poste de l'honorable député Guy Marius Sagna. Et puis un focus sur les 8 prochains députés élus à partir du plus fort reste, des profils très intéressants dont certains ont eu à occuper des postes ministériels dans l'ancien régime. Si pour beaucoup donc de Sénégalais, quelques-uns parmi eux ont créé la surprise. Pour d'autres, ils peuvent relever le niveau donc du débat à l'Assemblée nationale. Alassane Ba s'est intéressé à leur score et à leur profil. Des surprises, il y en a eu après la publication des résultats provisoires du scrutin du 17 novembre par la Commission nationale de recensement des votes. Certains feront leur retour à l'Assemblée nationale et d'autres, ce sera leur première expérience. Mais intéressons-nous à certains profils, ceux ayant obtenu un siège grâce au plus fort reste. Maguette Sène arrive en tête avec 47 636 voix, soit 1,31%. Le maire de Malicounda réalise un score intéressant avec sa coalition La Marche des Territoires. Avec son parcours et son expérience en tant qu'élu local, il peut beaucoup apporter à la 15e législature. Tout comme Moustapha Diop qui fut ministre de l'ancien régime. La tête de liste de la coalition Farlou a obtenu 28 303 voix, soit 0,78% derrière Maguette Sène. Ensuite, Tahirou Sarr, critiqué par certains pour ses idées, la tête de liste de l'entité indépendante Les Nationalistes, Djel Lignumom, a cru en lui et en ses idées et a pu gagner la confiance de 26 876 électeurs, soit 0,74%. Un profil intéressant. L'autre candidat qui a créé la surprise, c'est Birima Mangara. L'ancien ministre du budget sous Macky Sall est arrivé 4e derrière Maguette Sène, Moustapha Diop et Tahirou Sarr. Presque invisible durant la campagne, il a obtenu 26 775 voix avec le pôle alternatif 3e voie Kirai Agna Tanguay. Thierno Alassane Sall fera son retour à l'Assemblée nationale. Le leader de Sénégal Kessé, qui fut un parlementaire modèle et pertinent pour bon nombre de Sénégalais, a obtenu 25 822 voix, soit 0,71% derrière Birima Mangara. Il est suivi par Tafsir Choy de Sopi Sénégal qui a obtenu 22 991 voix, soit 0,63%. Le libéral ayant pris ses responsabilités avec certains de ses camarades du PDS semble avoir eu raison sur ses détracteurs. Avec son niveau intellectuel, il est évident qu'il pourra apporter un plus à la prochaine législature. Abdou Karim Sall fera aussi son entrée à l'hémicycle. L'ancien ministre et maire d'Mbao a obtenu 21 391 voix, soit 0,59%. Lui aussi a été une surprise pour bon nombre d'observateurs, tout comme Abdoulaye Sylla
de Ande Bessal Sénégal. Avec ses 20 765 voix, il va siéger à l'Assemblée nationale. 8 profils intéressants, 8 intellectuels de haut niveau qui auront la lourde tâche avec les autres élus de réconcilier les Sénégalais avec leur assemblée. L'assemblée de rupture tant vantée. Alassane, merci donc pour ce récit. La rupture tant attendue va-t-elle s'opérer avec la 15e législature? En tout cas, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye dit attendre les actes qui seront posés. Pour lui, la première rupture devra consister à modifier la loi électorale qui favorise le parti au pouvoir. Selon lui, en ce qui concerne Thierno Alassane Sall, il déclare qu'il va siéger pour l'intérêt exclusif du Sénégal. Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, que nous écoutons ici. Ces propos sont recueillis par Iboukana. La première rupture que l'on souhaite, c'est un changement de la loi électorale pour que la représentation populaire soit plus conforme au vote des électeurs. Quand vous avez un peu moins de 2 millions qui obtiennent 135 députés et plus de 1 600 000 qui en obtiennent 30 et quelques, 30 je crois, il y a un problème. Il y a un problème et nous avons toujours appelé à une réforme de la loi électorale pour que la représentation soit meilleure. Le représentant de Sénégal Kessé, qui est Thierno Alassane Sall, restera dans une posture non pas d'opposant, parce que l'opposition, ça fait tout de suite référence à de l'opposition systématique, mais dans le cadre de ce que nous avons annoncé au cours de la campagne électorale, à savoir accompagner toute mesure qui sera prise dans le cadre de l'intérêt de la nation et de notre pays, et par contre rester sentinelle quand il y aura des dérives, des projets de loi non conformes à l'intérêt du Sénégal. Et évidemment, à chaque fois, chaque posture sera expliquée, justifiée. Et nous allons à Matam, c'est pour parler de la défaite de Pastef dans la commune de Nabadji Civol. Malgré le ralliement du maire, les populations s'insurgent et dénoncent la récente sortie d'Abdoulaye Sall. Les conseils municipaux de la commune et 4 adjoints au maire ont pris part donc à un rassemblement à Nabadji Civol pour démentir les accusations à l'encontre de Farba Ngom qui disent donc fiers d'avoir de par leur carte manifester leur reconnaissance à l'ancien président de la République Macky Sall. Matam, la correspondance d'Ali Bandelnyang. Malgré leur brillante victoire devant Pastef, les responsables de Takoualou Sénégal ne décollèrent pas contre Abdoulaye Sall. Suite à sa récente sortie s'en prenant à Farba Ngom, l'accusant de faits d'achat de conscience, le maire de Nabadji Civol s'attire l'ire des 56 conseillers municipaux sur les 70 que compte sa commune. Ces populations ont une histoire avec Macky Sall, ont une histoire avec la paix, ont une histoire avec Benno Bokk Yakaar et ont une histoire aujourd'hui avec Takoualou Sénégal. Mais n'oubliez pas que la commune de Nabadji est la commune native du président Macky Sall. Donc il fallait que cette commune-là reste collée dignement à son président. Le président de la République, lors du meeting de Nabadji, nous a appelés en vidéo pour nous dire que voilà les dignes fils de Nabadji et je suis très reconnaissant en vous. Rien que ce mot-là pouvait suffire pour aller en campagne. Maintenant, si Abdoulaye Sall nous traite de bétail électoral... Réunis à Nabadji Civol, ces responsables fidèles à Macky Sall et inconditionnels de Farba Ngom convoquent les valeurs de dignité et de fierté pour justifier la loyauté exprimée dimanche dernier. Aujourd'hui, Farba Ngom, laissé à lui seul dans la région de Matam, c'est pas normal. Tout le monde sait les relations qu'il a eues avec Farba, les difficultés qu'il a eues dans le passé, combien Farba a assisté à Abdoulaye Sall. Nuit été, Farba Ngom, lors des élections municipales passées, Abdoulaye Sall ne sera pas maire. Aujourd'hui, il a trahi Macky Sall, il a trahi Farba Ngom, il a trahi tout Nabadji. Nous aussi, nous sommes capables de lui tourner le dos. Accusé de tous les noms, le collectif des 56 conseillers municipaux décide de rompre toute collaboration avec le maire de Nabadji Civol.
Bandelnian est notre correspondant à Matam. Et puis à Thiès, des routes défectueuses créant souvent des accidents. Les populations ont plusieurs fois soulevé ce problème. Enfin, le maire de Thiès a répondu à cette demande sociale et les travaux de réhabilitation des voiries urbaines ont démarré. Le maire Dr Babacar Diop en a profité pour exprimer son soutien aux commerçants du marché central victimes de l'incendie selon lui. Et les responsabilités seront partagées. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et de Seyla Tira. Pour avoir un meilleur levier économique que la réhabilitation des voiries urbaines de la capitale du rail, c'est le maire de Thiès qui a eu l'initiative après plusieurs complaintes des populations. L'hivernage de notre voirie urbaine a été très endommagé. Ça a causé beaucoup de perturbations qui a abouti à la dégradation des routes à Thiès. C'est une demande sociale. Partout, nous avons été interpellés, les maires, le maire de la ville, la Géroute, le FERA, même les autorités territoriales et sur la question. Le maire de Thiès a aussi magnifié l'utilité de cette convention signée entre la mairie et la Géroute. Depuis le début, je dois remercier le directeur régional de la Géroute. J'ai échangé avec lui pour avoir une validation pour qu'on puisse avancer. Par rapport à l'incendie du marché central de Thiès, toutes les personnes qui fréquentent au marché, si on leur dit qu'il y a un incendie, ils ne doivent pas être surpris. Ça montre quoi? Je pense que c'est à plusieurs niveaux. Le préfet qui était là-bas à plusieurs reprises, il a tenté de mettre de l'ordre, mais il se rend compte que c'est pas simple. Tout ça montre que la complexité de la question. La réhabilitation des routes marque une étape importante. D'ici un mois, selon le maire, les travaux seront terminés. Cheikh Anta Diop, et nous parlons donc du kilogramme, du prix du kilogramme donc de l'arachide qui sera fixé cette année, qui va refléter donc les ambitions du président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre pour accompagner le monde paysan. Selon Mabouba Diagne, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Donc il a fait ses déclarations lors d'une visite des champs d'arachide du chef religieux Cheikh Sidi Abdoulahad Mbaké. C'était donc dans le département de Nibi. Il en a profité pour revenir un peu sur l'ambition du gouvernement de mettre en place des coopératives agricoles communautaires. Vous avez suivi donc cet élément dans notre édition en Wolof. Et puis l'Afrique de l'Ouest et du Centre présente des taux de mortalité maternelle et infantile parmi les plus élevés au monde, et malgré les efforts consentis par nos gouvernants. Donc retenez que d'ici 2030, 4 sur les 5 pays donc de l'Afrique de l'Ouest ne pourront pas atteindre les objectifs de développement durable. Pour la réduction de ces mortalités face à cette situation, une consultation régionale s'est tenue à Dakar et a réuni des experts provenant de 24 pays. Nous écoutons Dr Amadou Doucouré, c'est le directeur de la santé de la mère et de l'enfant au ministère de la Santé. Il est au micro d'Alassane Ba. Au Sénégal, des progrès importants ont été faits. Nous sommes à un taux de mortalité maternelle qui est de 153 pour 100 000 naissances vivantes, un taux de mortalité néonatale à 23 pour 1000 naissances vivantes et un taux de mortalité infanto-juvénile à 40 pour 1000 naissances vivantes. Et si les tendances actuelles se poursuivent, d'ici 2030, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il y aura 4 sur 5 pays qui ne vont pas atteindre les objectifs de développement durable. La majeure partie des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ne vont pas atteindre les objectifs durables en matière de mortalité maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent. Mais aussi, il est préconisé que les couvertures à haut impact, que sont par exemple les soins anténatals, les soins postnatals, soient de bonne qualité et accessibles, mais aussi doivent atteindre un certain taux. C'est un atelier international qui a regroupé plus de 300 participants, plus de 24 pays, et dont l'objectif est de faire le point sur les progrès réalisés par les pays, mais aussi de définir les cadres techniques et programmatiques récents pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale
infantile au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Et puis la souveraineté et la sécurité sont préoccupantes en Afrique de l'Ouest et du Sahel. C'est pourquoi un colloque international est prévu les 26 et 27 novembre prochains pour aborder donc ces questions. Cette rencontre est organisée par le Centre des hautes études donc de défense et de sécurité. Des experts y participeront pour apporter donc des solutions durables. Un reportage de Momodou Gueye et Mohamed Dianga. La souveraineté et la sécurité seront au cœur des discussions au colloque international qui sera organisé par le Centre des hautes études de défense et de sécurité. La situation en Afrique de l'Ouest ainsi que le contexte préoccupant du Sahel seront abordés par des conférenciers internationaux. Cette année, nous partons la question des souverainetés et de la sécurité. La souveraineté conçue au plan interne, comme la toute-puissance de l'État à exercer donc, la plénitude de ses compétences à l'intérieur de ses frontières, mais également au plan externe, en tant que l'État se situe par rapport aux autres États de la scène internationale comme l'égal des autres États. Se situant dans un espace où les interdépendances se multiplient, il est nécessaire de se pencher sur la souveraineté externe. À côté de cette acception juridique de la souveraineté, nous avons mentionné toutes les autres souverainetés. Aujourd'hui, on parle de souveraineté numérique, de souveraineté alimentaire. Mais cela dans un contexte où il y a un effritement, un essoufflement du multilatéralisme. Pourquoi? Parce que les États se replient dans leurs frontières et pensent qu'ils peuvent régler les problèmes en interne en échappant aux nécessaires liens interdépendants entre États. Trouver des solutions durables, tel est l'enjeu principal du colloque. Le but, c'est d'apporter des remèdes à l'échelle internationale. L'enjeu principal de notre colloque, qui sera tenu le 26 et le 27 novembre, c'est de voir quelles solutions durables nous pouvons apporter pour confronter les États à leurs responsabilités, même si la tendance, c'est de vouloir se concentrer chaque pays autour de ses propres intérêts. C'est comment aller au-delà des égoïsmes nationaux pour assurer la sécurité de notre sous-région, y compris le Sahel. Les 26 et 27 novembre, des experts venant de différents pays aborderont le thème « Souveraineté et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel » pour des solutions durables. Et nous allons cette fois-ci à Ziguinchor dans l'actualité religieuse où on est à quelques heures donc du sacre du nouvel évêque du diocèse, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. Un événement donc religieux de grande portée dans la vie du diocèse du Beau Monde est attendu dans la capitale du Sud. Nos envoyés spéciaux donc à Ziguinchor, Daniel Diouf et Tierno Laurent Mendy. L'heure est au dernier réglage, ici au moyen séminaire Saint-Louis de Ziguinchor, prévu pour abriter la cérémonie du sacre du nouvel évêque de la région. Désormais, son Excellence Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, appelé à présider aux destinées du diocèse. Le diocèse de Ziguinchor, c'est quelques 148 375 baptisés, 143 prêtres, 31 paroisses. Jusqu'ici, il a enregistré 3 évêques depuis sa création en 1965. Monseigneur Augustin Sagna fut le premier évêque, ordonné en 1966. Le second évêque, Monseigneur Mexankoli, nommé en 1995. Le troisième, Monseigneur Paul Abel Mamba, aujourd'hui évêque de Tambacounda. Demain, par la grâce de Dieu, Jean-Baptiste Walter Manga sera le 4e évêque du diocèse depuis sa création. La cérémonie est prévue ce samedi. Elle sera présidée par son Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène de Kolda. Une cérémonie à laquelle prendront part des évêques venus de la Mauritanie, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de la France, du Canada, entre autres. Une belle occasion pour regrouper tous les fils du terroir arrivés de toutes les contrées du pays et même de l'étranger. Demain samedi sera célébrée la messe solennelle de l'ordination épiscopale de Jean-Baptiste Walter Manga à 10h dans ce moyen séminaire Saint-Louis qui va inévitablement refuser du monde.
Daniel Diouf, vous suivez tout cela pour nous. Et puis le syndicat national des artistes et professionnels de la culture du Sénégal demande une révision des textes de la SODAV pour mieux valoriser les artistes. Donc le syndicat estime que les artistes sénégalais ne profitent pas de leur art et il est temps que cette donne change. Le syndicat faisait face à la presse. Voici donc Titi Yero, c'est le secrétaire général donc, du syndicat. Il est au micro de Ahmadouba. La gestion de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur de nos artistes. Depuis 15 longues années, nos créateurs, nos musiciens, nos écrivains et nos artistes visuels souffrent d'une injustice qui ne peut plus durer. Ils demandent avec raison une équité dans la distribution des droits, un droit fondamental qui leur est dû. La propriété intellectuelle n'est pas qu'un simple concept juridique. Elle est le reflet de l'effort, de la passion et de l'âme de ceux qui consacrent leur vie à créer. Chaque note de musique, je vous dis bien, chaque note de musique, chaque mot écrit, chaque œuvre d'art est le fruit d'un travail acharné. Vous mettez, vous n'y. Pourtant, trop souvent, ces artistes sont laissés en rade, se trouvent dépossédés des fruits de leur labeur. Chaque artiste doit recevoir ce qui lui est dû, ses droits, je dis bien qu'il revient de ses droits, afin de pouvoir continuer à créer et à enrichir notre culture. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix de nos artistes. Ensemble, nous pouvons plaider pour une réforme qui garantisse l'équité et la justice dans la gestion des droits d'auteur. Voilà, c'était donc notre page culture et puis nous parlons sport avec l'éliminatoire Afro-Basket. Donc 2025, le Sénégal s'impose donc devant le Rwanda 81-58. Donc avant la fin de cette édition, nous vous dirons donc demain avec quel pays le Sénégal donc va jouer. Donc Iboukan, si l'information donc est bonne, vous pouvez donc nous le faire parvenir avant la fin donc de cette édition. Et nous restons donc dans cette page des sports à 5 jours de sa rencontre avec la SEC d'Abidjan et en match avancé de la 5e journée de Ligue 1. L'AS Diaraf s'est baladé face au promu Oslo, 4 buts à 1. Une victoire qui propulse provisoirement le club médinois en tête donc du classement et renforce la confiance avant l'entrée en liste à la Coupe de la Confédération africaine donc de football selon l'entraîneur Malik Daf. Le voici au micro d'Ahmadouba. On avait besoin de ça quand même avant de voyager, de gagner ce match, parce que c'était quand même dans la tête des joueurs, dans la tête de l'ESAP et dans la tête des dirigeants et des supporters. Il fallait gagner pour rassurer tout le monde et pour avoir un maximum de confiance avant d'aller à Abidjan, parce qu'en sachant que ce sera un match très difficile contre une belle équipe ASEC. Mais comme on dit, nous aussi nous avons une belle équipe. Je pense qu'il est toujours important pour une équipe de partir en confiance, d'avoir la tête reposée et de ne pas avoir de doute. Et ce qu'on a fait, c'est bien, mais maintenant il faut avoir de l'humilité, reprendre le travail sur le terrain et préparer bien le match contre ASEC qui s'annonce. Merci beaucoup. Donc le Sénégal face au Gabon donc pour l'éliminatoire Afro-Basket 2025. Donc ce sera donc demain et à suivre donc à l'Arena. Voilà, c'est tout pour ce 20h, ce journal que j'ai eu l'honneur, l'immense plaisir de vous avoir présenté. Merci beaucoup à Ibrahim Khan pour la coordination des informations. Merci également à la partie technique. Je vous retrouve dans quelques instants pour Soir d'infos. Nous avons également l'honneur de recevoir Papa Amadou Gueye, professeur donc retraité, chercheur, formateur en ingénierie éditoriale et évaluateur donc de manuels scolaires. Nous allons parler donc de livres, nous allons parler d'enseignement tout de suite. Merci et restez scotchés sur la TFM.